Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on voyage dans le temps, dans l'espace et dans la conscience humaine. Tout ça jusqu'aux origines du mal. Wow. Salut, moi c'est Marie et this is the water. This is the well. Drink full and descend. Et moi c'est Anaïs et Marie, t'as du feu ? Oui, j'en ai, je t'en donne tout de suite. Cette semaine, les gens qui ont un peu suivi Twin Peaks The Return l'auront compris. On va parler des épisodes 7 et 8 de la série et donc notamment de l'épisode 8 qui est peut-être l'épisode de télévision le plus ambitieux de l'histoire. Et le plus opaque aussi. Eh ben, j'ai rien compris. Eh oui. Avant de plonger dans ces deux épisodes, et il y a beaucoup de choses à dire, Marie, on va écouter ce que tu avais prédit et voir si, encore une fois, tu avais raison sur toute la ligne. Non. Précédemment, dans Annie. Je prédis que Diane va aller voir Bad Coupe et qu'elle va dire tout de suite, c'est pas mon couple ça. Et du coup, il va y avoir une espèce de buddy comédie, mais je sais pas si ce sera une comédie, mais enfin, entre Albert, Diane et Gordon Cole, ça va être un peu un trio d'enquêteurs, quoi. Je pense qu'ils vont aller dans le Dakota du Nord et je pense qu'on va en savoir plus sur ce qui était écrit sur le papier qu'a trouvé Hawk, enfin, j'espère. Et je pense que peut-être l'institutrice qui a du coup vu qui conduisait la voiture, il va peut-être lui arriver des misères, la pauvre. Tu sais que les deux prochains épisodes, c'est les épisodes 7 et 8. Ah oui, le 8, apparemment, on va voyager dans l'espace. Qu'est-ce que tu attends de cet épisode ? Alors, mon idée maintenant, c'est qu'en fait, ça va être l'épisode où Dougie redevient coupe. Et ça va être toute la trajectoire, mais cérébrale un peu comme un trip sous acide, pour qu'il reprenne pleinement conscience de qui il est. Voilà, c'est ma théorie. Sur la première partie, j'étais quand même très très bonne. Oui. Sur les choses prévisibles, en fait. C'est ça. Sur la deuxième partie, écoute, comment prévoir ce que j'ai vu ? C'est ça. J'aurais été très très étonnée si t'avais... T'aurais pu te poser des questions sur mon honnêteté intellectuelle, je pense. Voilà, je me serais dit, là, j'ai du mal à y croire. Bon, en tout cas, il y a des choses qui ne changent pas quand même de semaine en semaine, même dans les aventures les plus étranges que tu vis dans Twin Peaks, il y a quand même une constante. Oh. Ouais. Il rentre chez lui, hein. Oh. 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 On va passer au résumé. Marie, est-ce que en 30 secondes, tu peux me résumer ce qui s'est passé dans ces deux épisodes ? Dans l'épisode 7, il y a plein d'avancées de l'intrigue. Dans l'épisode 8, il y a une bombe atomique. Ensuite, on est dans l'espace. On voit un extraterrestre qui vomit un nuage de pommes de terre avec la tête de Bob qui flotte au milieu. Et ensuite, on voit le géant qui irradie des paillettes dorées qui se transforme en une bulle dorée avec la tête de Laura Palmer dedans. Voilà. Et ensuite, on va dans le Nouveau-Mexique dans les années 50 et là, il y a des clodos qui errent et qui demandent du feu à tout le monde et après qui écrabouillent les cerveaux des gens. Et d'autres personnes de la ville sont hypnotisées. Ils tombent dans les pommes et là, il y a un parasite dégueulasse qui ressemble à la moitié d'une grenouille, mi-grenouille, mi-cafard, qui rentre dans la bouche d'une pauvre petite fille qui avait rien demandé à personne. Est-ce que tu as des questions ? Honnêtement, la seule question que j'ai, c'est « Hein ?» Et je ne sais pas vraiment si je peux y répondre. Voilà. On va commencer par l'épisode 7 qui, comme tu l'as dit, est assez linéaire. D'ailleurs, beau sens du découpage de Lynch et Frost, puisque là, on a un truc très épisodique avec un épisode 7 qui est relativement normal, qui est peut-être le plus normal depuis le début, et un épisode 8, un enchaînement assez violent. Oui. Et je trouve que c'est très très bien fait, parce que surtout pour Lynch, qui a tendance à décrire Twin Peaks The Return comme un film, en vrai, c'est une série assez épisodique, et là, on le voit vraiment avec ces deux épisodes, quoi. Dans cet épisode 7, il y avait ce que tu attendais depuis l'épisode dernier, c'était la rencontre entre Diane et Bad Coupe. Et tu étais très excitée à l'idée d'assister à cette rencontre. Oui, parce que je pensais que, bien sûr, elle allait savoir tout de suite que ça n'était pas le gentil couple. Trop bien!
je sais même pas quoi te dire en fait. Je suis. Mais moi, je suis tellement contente. C'est pathologique. Du coup, Diane rencontre Bad Coop, ou en tout cas le découvre. Ça a pas l'air de très bien se passer. Non. Elle lui dit, tu te souviens la nuit qu'on a passée ensemble? Voilà. Et j'étais là, d'ailleurs, mais qu'est-ce qui s'est passé? dès que Albert et Gordon vont la voir, qu'ils lui disent qu'il est en prison, elle dit tant mieux. Donc elle a l'air d'être un peu énervée contre Cooper. T'as des théories ou... Elle aurait pu être énervée même si c'était Good Couple, parce que s'ils ont vraiment couché ensemble la dernière fois qu'ils se sont vus et qu'après il s'est mis avec Annie, franchement, moi aussi je serais un peu vénère, mais après ma question c'est est-ce qu'il l'a vue après? Et s'il l'a vue après, du coup, la nuit qu'ils ont passée ensemble, elle a passé avec Bad Couple. Et si elle se rend compte aujourd'hui que c'est pas Good Couple, pourquoi elle s'en est pas rendu compte à l'époque? Après, peut-être, c'est vrai que quand il est sorti de la Black Lodge, on avait vraiment l'impression que c'était lui jusqu'à ce qu'on le voit dans le miroir. Donc peut-être que les années passées à faire des trucs horribles à l'extérieur ont fait ressortir sa malice d'autant plus, alors que peut-être qu'à l'époque, elle s'en était pas rendue compte, quoi. Donc je me demande si en fait, alors que c'était Bad Couple, il a pas un peu profité de leur relation pour coucher avec elle et après il a un peu jeté comme une merde, quoi. Qu'est-ce que tu penses de Diane? Bah alors Diane, c'est une reine. Diane, c'est une icône. suis Diane, d'accord. c'est vraiment... de toute façon, en règle générale, les personnages joués par Laura Dern ont tendance à être iconiques. Mais là, vraiment, déjà, tout son intérieur est magnifiquement bien décoré. Elle est hyper bien habillée. Et juste, elle en a un peu rien à foutre de rien. Elle envoie péter tout le monde. Et en même temps, elle est très sensible, ça se sent. Et tu sens qu'elle a été un peu blessée par la vie et blessée par Coop. Et je l'admire beaucoup. Elle est très énervée quand même. Oui, elle est très, très énervée. Well, this won't take long. I'm just going to say the same thing to you I said to him. Now take it easy, Diane, and let's just sit down and have a nice, simple chat. You got any coffee? No. I don't have any cigarettes either. The memory of tobacco. But I gave it up. Fuck you, Gordon. Now you're getting the personal treatment. Why you want personal? Fuck you too, Albert. Elle a beaucoup de rage en elle. Ouais, mais j'aime bien, justement. Mais ça, encore une fois, Laura Dern le joue extrêmement bien. Elle est connue pour ça. Dans Big Little Lies, elle joue Renata, qui est le personnage le plus énervé de toute la série, qui passe sa vie à hurler. Et elle joue tellement bien les femmes en colère. C'est quand même assez surprenant, je trouve, quand on a vu le rôle de confidente qu'elle avait pour Cooper pendant toutes ces années, de la découvrir et de voir qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas... maternel ou doux ou rassurant, ou tu vois, c'est pas quelqu'un à qui t'as envie de te confier en fait. Et je pense que quand tu l'imagines en voyant les 2 premières saisons de Twin Peaks, t'imagines pas quelqu'un qui dit fuck you à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Bah non, moi j'imaginais une vieille secrétaire hyper bienveillante. Fuck you, Tim. Après, je me dis, à l'époque, c'était 25 ans plus tôt, elle était beaucoup plus jeune et elle a vécu des choses depuis, elle a eu beaucoup de déceptions. Donc peut-être qu'elle s'est aussi endurcie avec l'âge, quoi. Oui, c'est ça. Ou peut-être qu'elle était comme ça. Oui, déjà peut-être avant, juste qu'elle avait un... Peut-être qu'à chaque fois qu'elle recevait ces trucs, elle disait fuck you, Cooper. À chaque fois qu'il lui disait je suis en train de faire du yoga, je viens de rentrer à Twin Peaks, elle disait qu'est-ce que j'en ai à foutre. C'est ça. Dans l'épisode 7, il y a une scène que j'attendais depuis très longtemps, qui est la scène du ballet. Et tous les gens qui ont vu Twin Peaks The Return savent de quelle scène je parle. Si vous n'avez pas vu Twin Peaks The Return, c'est une scène dans laquelle on est dans la Roadhouse, donc dans le bar de Twin Peaks, et on voit juste un mec qui balaye le sol de la Roadhouse après la fermeture pendant environ 3 minutes, ininterrompu. C'est assez hypnotique. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène? Je suis sûre que t'adores cette scène parce que ça doit satisfaire un truc un peu... C'était marrant au début, mais au bout d'un moment, j'étais bon, c'est bon, on a compris. Mais en fait, bon, ça m'a rappelé un peu les posts de BuzzFeed avec les gifs qui vont satisfaire vos OCDs, donc vos tocs, mais en fait, c'est pas vraiment des tocs, mais enfin bon, qui vont satisfaire les maniaques, quoi, avec les lignes alignées et tout ça. Et là, c'est vraiment, ils ramassent tout. Et donc, c'est très apaisant. Après, est-ce que je suis censée trouver des métaphores dessus? Je peux, hein. Ah non, mais en fait, c'est marrant que tu dises, au bout d'un moment, c'est moins amusant, parce que pour moi, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que plus la scène dure, plus ça devient divertissant, parce que tu dis combien de temps il va faire durer cette scène, en fait. Oui. Parce qu'au début, en fait, dans n'importe quelle série traditionnelle, ce serait un plan de coupe, tu vois, pour établir le fait qu'on est dans la Roadhouse, et ça durerait 10 secondes, le temps qu'on comprenne où on est, et après, il passerait à l'action suivante. Et là, en fait, de faire durer aussi longtemps, ça te déstabilise forcément, parce que tu te dis, mais est-ce qu'on est censé se préoccuper de ce balayage ou pas, quoi? Alors, je me suis pas du tout posé cette question, honnêtement, mais je me suis juste dit qu'il jouait avec nos nerfs. Mais le truc, c'est que j'ai pas dit que c'était moins marrant avec le temps, j'ai juste dit que j'en pouvais plus et que j'avais envie qu'on passe à autre chose. Il aime bien jouer avec les nerfs, il aime bien jouer avec la patience du public. On a déjà établi que j'avais très peu de patience. Est-ce que tu as une théorie du complot
sur ce que symbolise ce balai? Ça peut être un peu comme il essaie de rassembler toutes les intrigues, tu vois, qui sont éparpillées. Lui essaie de rassembler aussi toute la poussière et la saleté qui a été éparpillée sur le sol. J'adore. Donc c'est un peu une métaphore pour le rôle du scénariste qui reprend une série des années après, une série qui était un peu partie dans tous les sens. Waouh. Sinon, ça peut aussi être nettoyer la saleté, c'est aussi nettoyer le mal, quoi. Donc voilà. Bravo. Non, c'est très bien. C'est quoi tes théories? Moi, je pense que c'est une illustration supplémentaire de ce que je dis depuis le début sur l'appel à la patience et sur le fait de reprogrammer un petit peu le cerveau du spectateur en disant voilà, vous regardez pas une série télé normale en fait. Je vais pas vous donner quelque chose de pré-mâché ou de conventionnel et de structuré comme littéralement toutes les séries que vous avez vues dans votre vie. Je vais vous apprendre à vraiment regarder ce que vous avez en face de vous et à vous interroger. Et après, oui, je pense aussi comme toi que on peut dire que le fait de balayer la saleté, c'est aussi balayer peut-être le mal, mais en même temps, ça a quelque chose d'un peu futile, puisqu'on sait que dès que la Roadhouse va rouvrir et qu'il va y avoir un nouveau concert, ce sera sale à nouveau. Donc c'est un peu comme le mythe de Sisyphe, quoi. C'est-à-dire qu'il balaye, mais au final, est-ce que la saleté partira un jour? Le mythe préféré d'Anaïs. Voilà. Bravo. Il y a aussi ce que tu avais prévu, Ike the Spike, mon personnage préféré, qui attaque enfin Dougie. Et cette scène t'a fait fortement réagir. That money is for Sonny Jim and our future. Just because you have it now doesn't mean you can just run off and risk one more penny. No. Squeeze his hand off. Squeeze his hand off. Les gens qui n'ont pas vu la série et qui écoutent ces extraits, quoi. Donc pour essayer de décrire un petit peu ce qui se passe dans cette scène, Ike the Spike, qui est un peu un assassin, a été embauché pour tuer Dougie. Donc il se précipite sur lui et il essaye de le tuer, mais Dougie a un réflexe qui vient de Good Coupe, très certainement, puisqu'il arrive tout de suite à le neutraliser. Et au moment où il est en train de le neutraliser, il a une apparition de l'évolution du bras, donc l'arbre avec une tête de chewing-gum au bout, qui arrête pas de lui donner des instructions. Et c'est très absurde, ça va très très vite. T'en as pensé quoi de cette scène? J'ai adoré, mais ma partie préférée, en fait, c'est Jamie E. qui tout de suite réagit et commence à étrangler Ike the Spike de façon hyper violente. Ouais. C'est vraiment, elle est géniale. Elle a tellement de rage aussi. Elle est super. On apprend aussi quand même une info importante pour toi, Marie. On a la confirmation qu'Audrey n'est pas morte après l'explosion de la banque. On a la confirmation qu'elle était dans le coma. Peut-être qu'elle est morte après le coma, mais je pense pas. Ouais. Quand même. Mais effectivement, voilà, on sait qu'elle était à l'hôpital et on pense que Bad Coupe lui aurait rendu visite puisqu'il a été aperçu à l'hôpital après avoir été soigné pour ses blessures. Doc Hayward, qu'on voit brièvement dans cet épisode, dit qu'il pense que Cooper a rendu visite à Audrey qui était dans le coma à ce moment-là. Il dit que c'était sa théorie à l'époque, mais après on sait pas si c'était vraiment ça parce que du coup Bad Coupe, je vois pas pourquoi il aurait rendu visite à Audrey, mais bon, il y a peut-être une raison, peut-être que c'était pour la convertir. Mais ouais, du coup elle est en vie, mais je pense qu'elle va arriver à un moment. C'est bon, quoi. Il faut qu'on passe au plat de résistance de cet épisode. C'est évidemment l'épisode 8 de Twin Peaks The Return, partie 8 de son nom officiel, qui est l'épisode le plus culte et le plus emblématique de la série. L'anticipation était à son comble. D'ailleurs, dès qu'on a commencé l'épisode, t'avais un peu peur. Tout à l'heure, t'étais pas prête, maintenant t'es prête. Moi, je sais pas si je pourrais pas. J'ai un peu peur, quoi. C'était quoi tes appréhensions sur l'épisode avant de commencer? Est-ce que tu pensais que t'allais comprendre quelque chose ou... Non, je pensais pas que j'allais comprendre quoi que ce soit. Honnêtement, mes appréhensions, c'était plus de rien comprendre et de m'ennuyer, quoi. C'est surtout, en fait, que ça m'a été bâti comme un espèce de chef-d'œuvre absolu pendant des années. Et bon, c'est typiquement le truc qu'on disait au tout début quand on a commencé cette saison du podcast sur Twin Peaks. C'est aussi ça qui est intimidant, c'est que quand on te dit que quelque chose est un chef-d'œuvre et que tu le regardes et que tu sais pas si tu vas considérer ça comme un chef-d'œuvre, tu prends le risque aussi de passer pour la conne qui considère pas ça comme un chef-d'œuvre. Donc voilà, c'était plus ça mon appréhension, c'était que ça me passe un peu au-dessus de la tête parce que bon, j'avais dans l'idée que ça allait me passer un peu au-dessus de la tête, quoi. Et finalement? Ça m'est passé un peu au-dessus de la tête. Toi, comment tu pensais que j'allais recevoir cet épisode? Parce qu'on en parle beaucoup depuis longtemps de cet épisode, mais jamais dans les détails, évidemment, parce que tu pouvais pas me révéler quoi que ce soit. Est-ce que toi aussi, tu avais des appréhensions ou comment tu pensais que j'allais le recevoir? Au tout début, quand on a commencé Twin Peaks, je me suis dit que c'était cet épisode-là auquel tu serais évidemment hermétique.
parce que c'est assez compréhensible de pas vraiment rentrer dedans. Mais après, comme depuis le début de The Return, t'es quand même hyper cliente de tout ce qui se passe dans la série, y compris les côtés les plus abstraits et les plus ambitieux, en fait, de la série. Honnêtement, j'avais bon espoir que ça te plaise. Je savais que ce serait compliqué. Surtout toute la séquence en fait avec la bombe, parce que c'est cette séquence-là, on va en parler plus en détail, mais qui est très abstraite, où en fait on a vraiment de longues minutes où ça ressemble plus à une installation artistique. On comprend pas vraiment ce qui se passe. Enfin, c'est du pas pur ça qui sensoriel. m'a... Ah ouais? Non, c'est la fin, j'en pouvais plus, hein, c'est bon. Je veux pas dire que j'en pouvais plus parce que c'est pas vrai. Je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe dedans et tout ça. Moi, je suis très basique. Quand je regarde une série ou un film, j'aime rire, j'aime pleurer, j'aime ressentir des émotions fortes. Et ça, en fait, c'était très cérébral. Et j'ai ressenti quelque chose de l'ordre de la répulsion, disons, à la fin quand le parasite rentre dans sa bouche. Mais pendant tout le reste de l'épisode, j'étais plus en train de me dire, qu'est-ce qui se passe ? Surtout, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, moi, j'essayais de comprendre. Et j'arrive pas à me détacher de ça. Ce que tu me dis de ton approche des films de Lynch et de la série, c'est que toi, tu pars un peu dans un truc où tu te laisses porter par ce qui se passe et tu te laisses transporter. Moi, je suis pas trop capable, je pense, de faire ça. J'arrive à me laisser transporter par des films romantiques, par exemple, des choses comme ça. Mais sur ça, en fait, j'essaie de déchiffrer parce que je me dis forcément, il y a des clés de compréhension. Et donc, j'essayais de les trouver et de les souligner. Et pendant le visionnage, j'étais en train de te dire, ah, mais ça, c'est peut-être ça. Et t'étais, ah, mais pourquoi t'essaies de comprendre, en fait? Et on s'est limite pris le bec à un moment où j'étais, ah, mais laisse-moi essayer de comprendre, je sais pas où ça va. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que toi, tu sais où ça va. Moi, je sais pas où ça va. Donc, je sais pas qu'il y a aucune raison. Oui, mais en fait, je dirais pas qu'il y a aucune raison. Non. Je pense que ce qui était assez marrant pour moi, c'est pas forcément le fait que tu essayes de comprendre, parce que ça, c'est juste un instinct humain normal. Et moi aussi, quand j'ai vu l'épisode pour la première fois, je me disais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais en fait, ça n'allait pas au-delà de ça. Je me disais juste qu'est-ce qui se passe. Et toi, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, là, surtout avec cet épisode, t'allais tout de suite vers des trucs hyper terre à terre. Et c'était ça pas qui m'agaçait, mais où j'avais envie de te dire, enfin, tu vas être frustré si t'essayes de le voir comme ça, parce que ça va pas être ce que tu vas trouver. Et par exemple, à un moment, on a ce plan très éloigné dans l'océan où... Et t'as dit c'était la Statue de la Liberté. Non, j'ai dit, je pensais que c'était la Statue de la Liberté. Mais parce que, excuse-moi, mais en même temps, c'est une série sur l'Amérique, il aurait pu mettre la Statue de la Liberté au milieu comme un symbole. Mais en fait, il y avait plein de trucs comme ça où après, on est dans le Nouveau-Mexique et t'étais là, ah ouais, c'est Roswell, c'est les extraterrestres. Et en fait, juste avant, il me montre la bombe atomique. Donc je me dis, en 56, en vrai, c'est les années dans le Nouveau-Mexique où il est censé y avoir des extraterrestres qui sont arrivés. Bien sûr, mais en fait, c'est très marrant parce que effectivement, moi, j'ai de l'avance sur toi et je sais que cet épisode n'est pas du tout construit ou écrit comme ça. Mais en même temps, c'est marrant parce que c'est vraiment des trucs hyper concrets, en fait, auxquels tu te raccroches. Et ça m'a fait penser à un truc qu'une de mes tatoueuses disait sur l'art abstrait, mais où en fait, c'est juste un instinct normal pour les humains, quand on voit une forme abstraite, d'essayer de la relier à quelque chose qu'on connaît, tu vois, dans notre vie de tous les jours, parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Et là, en fait, j'avais l'impression que c'était l'illustration de ça. Et moi, comme j'ai déjà vu l'épisode, en fait, honnêtement, je m'en souviens plus. Peut-être que j'ai aussi pensé comme ça la première fois que je l'ai vu, mais là, je savais que c'était pas le cas. Mais du coup, ça m'a fait penser à ça parce que t'étais là, ah oui, donc là, ça, c'est la Statue de la Liberté, ça, c'est, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, on a établi, parce que, par exemple, tu vois, j'ai pas tendance à le faire avec de l'art abstrait. Au contraire, ça a tendance à m'énerver quand on essaie toujours de décoder des tableaux. Pour moi, c'est un truc qui se ressent, quoi. Ouais. Mais en fait, pour moi, les films et les séries, ça a jamais été comme ça. C'est-à-dire que j'ai tendance à aimer les intrigues, j'aime observer l'écriture ou des choses comme ça. Donc, j'aime les techniques d'écriture. Enfin, pour moi, de toute façon, je suis plus sensible. C'est pas vrai, parce que j'aime aussi beaucoup une belle réalisation et tout ça. Mais je suis très sensible à ce genre de choses. Et surtout dans Twin Peaks, même s'il y a des éléments d'absurde et d'abstrait, évidemment, depuis le début, c'est quand même une série qui a une intrigue plus ou moins linéaire qu'on peut suivre, où surtout, il y a des indices qui sont posés et que tu peux réutiliser après pour essayer de comprendre et de découvrir certaines clés de l'intrigue, même si tu ne comprendras ou ne découvriras pas tout. Et donc, t'es entraîné depuis le début à faire ça. C'est pas comme si, depuis le début, on m'avait mis, je sais pas, de la musique abstraite et des images d'explosions atomiques dès la première scène. Et du coup, j'étais, bon, d'accord, en fait, c'est ça, Twin Peaks, et maintenant, j'accepte. Du coup, j'essaie forcément de déchiffrer et de trouver une espèce de clé à quelque chose, quoi. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'art, justement, et les tableaux, parce que c'est exactement comme ça, je pense, que Twin Peaks est ressenti par plein de monde. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise manière de ressentir
ressentir la série parce que la preuve, enfin, on la regarde pas de la même manière, je pense, toi et moi, et pourtant tu l'apprécies, je pense, autant que moi. Donc ça montre bien que voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais visionnage, mais effectivement, pour moi, c'est une expérience sensorielle, surtout The Return et surtout cet épisode qui nous demande justement de faire abstraction de tout le reste en fait et de se déconnecter de toutes nos grilles de lecture habituelles pour faire un peu table rase en fait et voir quelque chose avec un regard totalement neuf parce qu'en fait, tu peux pas appliquer tes lectures habituelles à un épisode comme ça et moi c'est ça que j'adore, c'est que du coup ça me force, ça me violente même, tu vois, mais ça me force à rebooter un peu mon système d'analyse et ma manière d'apprécier une œuvre pour me dire ok, ça j'ai jamais vu donc je vais l'accepter, tu vois, comme ça arrive. Je suis pas forcément d'accord, après chacun l'approche, mais pour moi, il y a aucune œuvre qui existe en elle-même sans avoir de référent où tu puisses pas établir des liens, soit avec ce qui s'est passé avant dans l'œuvre quand c'est une série ou des choses comme ça, soit avec d'autres éléments de la culture ou des choses comme ça. Donc je comprends ce que tu dis sur rebooter le cerveau et tout ça, mais en même temps, j'ai jamais été face à une œuvre, et c'est pas le cas non plus avec cet épisode, où je me retrouve complètement à me dire « Ah ben c'est complètement unique et j'ai pas de connexion à faire avec autre chose. » Non, mais ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pas ce que je dis. Enfin, d'ailleurs, on va rentrer plus en détail dedans, mais il y a des liens évidents avec plein d'autres œuvres culturelles dans cet épisode. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que comme souvent, quand on voit une œuvre qui fait quelque chose qui n'a pas été fait avant, et ça, pour le coup, ça arrive quand même assez souvent, c'est assez grisant de voir quelque chose qui paraît quand même assez original. Et là, je pense que c'est ça. Je n'avais jamais vu un épisode de télé. Ça, c'est sûr. Non, mais et pareil. aucun autre épisode de télé ressemble à ça, quoi. Oui, et puis ma réflexion quand j'ai vu le truc, j'étais là, ça a été diffusé sur Showtime. Le seul truc que ça m'a rappelé, c'est le délire de The Tree of Life. On en a parlé avec les dinosaures et tout ça. Enfin, le moment justement de l'explosion atomique. Mais même, je trouve que c'est fait différemment et que c'est pas du tout le même propos, quoi. Là, la référence la plus claire, justement dans cette partie avec la bombe atomique et où du coup on voyage un peu avec une propulsion en avant et on comprend pas trop où on est. Il y a plein de couleurs différentes et une musique un peu stridente. Ça rappelle le dernier acte de 2001 Odyssée de l'espace. Oui, j'ai pensé. Et c'est vrai que ce film-là aussi, tu le revois aujourd'hui, tu te dis quand même que rien d'autre n'a été fait de comparable, tu vois. Et justement, ce dernier acte renforce la brillance de 2001 et sa modernité. Toutes ces décennies plus tard, c'est encore difficile de trouver un film qui soit aussi ambitieux et aussi hors du temps, en fait, enfin, qui aurait pu être filmé à n'importe quelle époque. Et je pense que l'épisode 8 de Twin Peaks The Return fait ça aussi. C'est-à-dire que je pense pas que cet épisode aura vieilli dans 10 ans ou 20 ans parce qu'il est tellement singulier et il casse tellement tous les codes habituels de la télé que, évidemment, il est en réponse à plein d'autres choses et notamment au travail de Kubrick, mais il se tient vraiment comme une œuvre quand même assez révolutionnaire, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Tu disais au début que c'était cérébral. Je pense qu'il y a moins l'émotion que tu vas capter, par exemple, avec Dougie, ou enfin, t'as même des trucs qui t'ont beaucoup ému dans les premiers épisodes de The Return, même plus que moi, tu vois, où tu vas déceler des moments d'émotion dans des petites scènes, tu vois, très courtes. Et ce qui est intéressant, c'est que là, moi, je trouve que cet épisode, il est très abstrait, mais je le trouve pas forcément plus cérébral. Je pense qu'il est hermétique, qu'il va faire peur à plein de monde. Et d'ailleurs, on a des amis qui ont arrêté The Return après avoir vu cet épisode. Cérébral, c'est pas forcément le mot, c'est juste que ça inspire pas chez moi une réaction émotionnelle, quoi. Ouais. Ça inspirait des impatiences aux jambes. Mais, mais ça, j'avoue que moi, il y a plusieurs moments d'émotion dans l'épisode pour moi, et notamment toute la scène, on va en parler avec le géant, qui ici s'appelle The Fireman. Oui, ça, oui. Avec la musique, qui est d'ailleurs la même musique que pendant l'accident de voiture. C'est hyper émouvant. Non, ça, c'est une belle scène et c'est émouvant, et parce qu'enfin, on voit Laura Palmer à la fin et tout ça, et c'est... Ouais, voilà. Et même beau. Sans arriver à expliquer exactement ce qui s'y joue, ou en tout cas à le décrire de manière un peu prosaïque, on sait que c'est un moment d'émotion, quoi. Oui. Mais c'est vrai que le reste, faut rentrer dedans, quoi. Oui. On va rentrer dans les détails de cet épisode. Il est composé plus ou moins de 3 parties. Il y a une première partie courte et relativement normale avec comparé au reste, oui. Voilà, exactement, qui suit en fait l'intrigue des épisodes précédents où Bad Coop s'est évadé de la prison du Dakota du Sud avec Ray, son ami vampire, et ils sont dans une voiture, ils roulent la nuit avec les phares qui éclairent la route et ça fait peur. Et ensuite, ils s'arrêtent pour pisser. Et il y a une confrontation entre les deux. Ils essayent tous les deux de se tirer dessus, mais en fait, Ray a piégé Bad Coop et donc il lui tire plusieurs balles. Et donc, Bad Coop semble mourir. Oui. Et à ce moment-là, explique-moi ce qui se passe, Marie. Alors, à ce moment-là, ce qui se passe, j'ai écrit dans mes notes « Les lutins clodos de l'enfer ».
Donc il y a des lutins. Il y a des petits bonshommes. On va en parler, mais il y a une imagerie dans plusieurs parties de l'épisode qui rappelle un peu la Grande Dépression et des moments de l'histoire de l'Amérique où du coup, ces hommes ont l'air de sortir tout droit d'un moment comme ça. Ils ressemblent un peu à des clodos, ou à des hobos. Des hobos, c'était des gens qui vivaient sur la route aux États-Unis et qui logeaient chez des gens au fur et à mesure. Et c'était une grande tradition américaine dans les années 1910-1920, justement autour de la Grande Dépression. Ils ont un peu le look là, eux. Sauf qu'en plus, ils sont un peu grimés en noir. En même temps. C'est pas une blackface. Non, c'est comme de la suie un peu. Quoi. Voilà, c'est ça. On dirait qu'ils sortent de la mine en fait. Voilà, exactement. Ils sont recouverts d'une sorte de matière noire sale. Voilà. Et ils arrivent et ils sont à moitié transparents. Et ils font autour du corps de Bad Coop. Ils prennent le sang de Bad Coop et ils le couvrent tout le sang, toute la tête et tout ça. Et alors, je sais pas d'où ils sortent, mais de Bad Coop, j'imagine, il y a une espèce de poche de plasma qui sort du ventre de Bad Coop avec la tête de Bob, qui fait genre ah. Et voilà. Et donc, ils continuent leur petit rituel et tout ça jusqu'à ce que Ray parte. Et après, Bad Coop, il se relève et il est là, ok. Il n'est pas l'air plus paniqué que ça, non. Moi, je serais un peu circonspecte, disons. Et toi non plus, t'as pas l'air trop... je sais pas, ils sont en train de faire une... Il y a 3 clodos qui sont en train de faire une danse rituelle en le peignant avec son propre sang, quoi. Normal. Ah Mais... Ah Mais c'est comme le mec dans l'arbre, là. C'est comme le bras dans l'arbre, mais c'est Bob dans un autre sac de plasma, ou je peux pas. Et peut-être que c'est Gentil Cooper parce qu'on lui a enlevé Bob. One can hope, hein. Oui, parce que j'ai une petite théorie. Non, c'est pas une vraie théorie, mais j'ai pensé parce que je me suis dit, si Bob il a été sorti de son corps, il doit plus être méchant. Mais je pense pas que ça fonctionne comme ça parce qu'il a quand même l'air méchant quand il se réveille. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Mais on verra. On sait pas encore ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Bon, cette petite partie se termine avec nos petits robots transparents. Et juste après, on a un interlude musical qui n'est pas à la fin de l'épisode, comme d'habitude, mais qui est au début. Et c'est mon moment préféré de cet épisode, je dois le dire. Et en fait, c'est un concert, toujours à la Roadhouse. Qui est vraiment une affiche incroyable de talent, vraiment. Vraiment, c'est le Austin du Pacific Northwest. Ouais, voilà, c'est la petite ville où tout le monde va. Il y a cette fois-ci un présentateur qui dit... Ladies and gentlemen, the Roadhouse is proud to welcome the 9-Inch Nails. Ladies and gentlemen, merci d'accueillir The 9-Inch Nails. Donc c'est rigolo parce que c'est pas The 9-Inch Nails. Et sur son micro, il y a une petite pomme de pain. Et là, on a un concert de 9-Inch Nails qui dure de longues minutes et où ils chantent la chanson She's Gone Away. She's Gone Away, oui. Et les paroles, c'est... Tu creuses dans des endroits jusqu'à ce que tes doigts soient en sang. Tu propages l'infection là où tu as mis ta semence, voilà. Donc je sais plus pourquoi elle est venue ici. Et après, plus tard, il dit oui, je la regardais quand elle mourait et elle est partie. Et en fait, ça rappelle Laura Palmer. Ça rappelle l'intrigue de la série en général, quoi. Enfin, c'est pas innocent comme choix de chanson. De toute façon, 9-Inch Nails, ça m'étonne pas qu'ils aient fait plusieurs partenariats avec David Lynch. Oui, ils ont un univers qui correspond, semblable. Voilà. David Lynch a réalisé un de leurs clips aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que 9-Inch Nails a aussi un lien avec David Bowie. Trent Reznor, qui est le chanteur principal de 9-Inch Nails et son membre actif depuis le début, est devenu ami avec David Bowie. En fait, il avait même fait la première partie de son concert dans les années 90. Ils ont fait des partenariats. Et comme David Bowie a aussi travaillé sur Twin Peaks, je trouvais ça intéressant et ça m'a fait penser un peu. Et je me suis dit, parce que je réfléchissais à David Bowie. Comme tu le fais souvent. Comme je le fais souvent, en vrai. Et je me suis dit qu'en fait, David Lynch, c'est un peu le David Bowie du cinéma, quoi. Et c'est un peu le plus grand compliment que je puisse donner à qui que ce soit. Parce qu'il y a vraiment quelque chose où il a un rapport à la création, où il fait quelque chose de très, très unique. Et qui dépasse une simple discipline aussi. Oui, exactement. Où c'est cross-discipline. Et il aime bien aussi un peu tordre les genres
et ne surtout pas se fondre dans une espèce de genre et de code. Il aime bien abattre les codes et en même temps les utiliser et tout ça. Et même, il y a un univers qui est un peu onirique que moi, j'adore. Et c'est marrant parce que justement, je pense que ce que tu as avec Twin Peaks où tu te dis que tu te laisses transporter, moi, je l'ai beaucoup. Enfin, après, c'est plus commun, disons, de l'avoir avec la musique en général parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui te transporte naturellement. Mais c'est vrai que David Bowie a un pouvoir sur moi où ça me calme quand je suis anxieuse ou des choses comme ça, je l'écoute parce que ça me transporte. J'ai l'impression qu'il y a cette qualité-là aussi chez David Lynch. Ce que j'aime bien, c'est que je sens que tu développes un lien avec David Lynch et avec Twin Peaks qui est le tien, en fait. Moi, j'ai un lien qui est très personnel avec cette œuvre. Et donc, le meilleur des scénarios, ce serait que tu développes exactement le même, tu vois. Oui. Et en même temps, c'est pas possible. Et ça crée des attentes qui sont parfois démesurées, surtout que, comme tu l'as dit, on se rend compte qu'on ressent pas du tout la série de la même manière, on la regarde pas de la même manière. Mais du coup, je trouve ça hyper touchant et je suis hyper contente que tu développes un lien qui t'est propre, en fait, et où tu trouves ta propre satisfaction, tu vois, qui va être différente de la mienne, mais qui est tout aussi valable, quoi. Bon, et puis on passe à la majorité de l'épisode, puisque ça, voilà, ce sont les petites parties du début. Et ensuite... Nine Inch Nails finit sa chanson, et là, on a un flashback qui nous dit 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique. Et on se rend compte qu'on assiste à la première détonation nucléaire de l'histoire dans le désert du Nouveau-Mexique. Et d'ailleurs, tu n'étais pas du tout surprise quand tu as vu cette date, alors que moi, je m'attendais forcément à ce que, comme tout être humain normal qui a vu cet épisode, tu dises « What ?» Et en fait, au moment où 1945 est apparu à l'écran, t'étais juste hyper sereine. Bon, déjà, je m'attendais à tout dans cet épisode. Donc, tu m'emmènes en 1945, why not? Mais il y avait marqué 1945, Nouveau-Mexique, on est au milieu du désert. Je sais historiquement ce qui s'y est passé. On avait mis cet épisode dans le top 20 des meilleurs épisodes de la décennie, à la fin donc, de la décennie, donc en 2019. Et j'avais relu ton para dessus. Honnêtement, ça m'était passé complètement au-dessus de la tête et je me souvenais pas de quoi il s'agissait. Mais je pense que dans mon inconscient, au fond, j'avais transformé ça en un voyage spatial. Mais du coup, dès qu'on est arrivé au Nouveau-Mexique, dans le désert, j'ai dit « Ah, la bombe atomique !» Donc, j'ai pas du tout été surprise parce que je pense que, au fond, je m'en souvenais. Et du coup, moi, j'étais très impressionnée parce que je me disais « Putain, elle est forte en histoire quand même. Ouais. » Parce que moi, tu me montres juillet 1945, je vais pas me dire tout de suite « Ah, bah oui, évidemment. » Donc, je me disais bravo, impressionnant. Mais après, c'est vrai qu'on rentre dans quelque chose de plus abstrait, c'est-à-dire qu'on voit la détonation qui a été faite toujours avec les effets spéciaux de cette même entreprise. Et la caméra avance doucement vers le nuage nucléaire et rentre dans le nuage nucléaire. Et là, ça devient un moment très abstrait où en fait, la caméra voyage dans cette espèce de souffle ou de nuage, mais on ne sait pas vraiment où on est. Et c'est une succession d'images et de sons qui sont assez difficilement descriptibles en fait, mais qui suscitent une sensation assez désagréable. Ah, tu trouves? Ouais. Moi, j'aimais bien. Toi, t'as bien aimé? Ouais, ça va. Franchement, je trouve que c'est pas le plus désagréable. Enfin, moi, je trouvais ça un peu... je sais pas, j'avais l'impression d'être face à une lavalampe, tu vois. Enfin... Waouh, ah ouais, d'accord. Non, parce qu'en fait, il faut préciser qu'il n'y a pas que l'image qui est très déstabilisante, il y a aussi la musique, qui est la musique du compositeur Christophe Penderecki, qui est décédé récemment, et qui est un compositeur dont l'œuvre a souvent été utilisée justement dans des films d'horreur ou de science-fiction, notamment ce morceau qui a été utilisé par Kubrick dans Shining, qui a été utilisé dans Les Fils de l'Homme. Donc, il y a quand même une filiation assez significative. Et c'est un morceau qui s'appelle « Traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima ». Ah oui, d'accord. Voilà, qui a été composé en 1959. Et donc, le choix n'est évidemment pas anodin. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans la composition de la musique, c'est une composition qui est atonale, qui n'a pas vraiment de mélodie, qui est très chaotique et très déstabilisante. Et donc, c'est vraiment la transposition un peu sonore de ce que Lynch fait dans le visuel. Et les deux se marient très, très bien. On a tout de suite cette impression quand même dominante de chaos ou d'inconfort. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu la première fois que je l'ai vu. J'étais complètement choquée par ce que j'étais en train de voir, mais en fait, c'est des sons quand même assez stridents. Je sais pas, je trouvais ça joli, en fait, les nuages de fumée rose et tout.
Mais c'est vrai que c'est très beau et c'est impressionnant. Mais c'est marrant parce que oui, en fait, c'est une œuvre musicale qui est ancrée dans le symbole, exactement comme ce que fait Lynch. D'ailleurs, qui exige des musiciens qui jouent de manière un peu désordonnée, volontairement, et qui se concentrent plus sur des effets de texture, en fait, plutôt qu'une mélodie. Et donc, c'est vraiment assez perturbant quand même. Quand on voit ça, ça fait un peu mal aux oreilles, quoi. Mais de manière très, très belle et significative. Et d'ailleurs, je pense que t'as pas non plus été trop déstabilisée avec la bombe, puisque elle avait été plantée dans notre imaginaire quelques épisodes plus tôt, puisque ça fait plusieurs fois qu'on la voit dans le bureau de Gordon Cole. Ouais. Et il y a même un plan dans l'épisode 7 où vraiment il est assis devant et le plan, la bombe prend tout le cadre. Et d'ailleurs, avant qu'on arrive à l'épisode 8, tout de suite, quand t'as vu cette image, tu t'es dit qu'il y avait une signification particulière derrière. Le truc de la bombe, j'y ai pensé, je me suis dit ça doit être une référence à Dr. Folamour. Pourquoi je me suis demandé ça ? Déjà, c'est bizarre d'avoir une photo de bombe atomique dans ton bureau quand même. Mais comme il y avait Kafka de l'autre côté et que ça avait sa signification, je me suis dit que l'autre photo dans son bureau aurait une signification aussi. Et j'avoue que Dr. Folamour, c'est le seul film que j'ai vu sur la bombe atomique. Donc j'ai adoré ce film quand je l'avais vu, donc ça m'a fait penser à ça. T'es pas si loin que ça au final, puisque, on l'a dit, il y a plusieurs références à Kubrick dans l'épisode 8, entre 2001 Odyssée de l'espace et Shining, donc ça me surprend pas du tout que t'aies pensé à Folamour immédiatement, quoi. Une fois qu'on a passé la bombe et donc cet extraterrestre qui crache un nuage de patates, selon ton expression. Alors l'extraterrestre qui crache un nuage de patates, il arrive après la station essence, parce que je l'ai revu hier. Ah oui, j'avoue que moi en fait j'ai revu cet épisode plein de fois, mais je le revois rarement en entier et de manière linéaire. C'est bizarre. Je regarde souvent certaines scènes et j'adore revoir celles avec le fireman et tout. Mais donc c'est vrai que je mélange un peu l'ordre des séquences dans ma tête. Effectivement, juste après la bombe, on a une sorte de photographie manipulée un peu d'une station essence, puisque ça ressemble à de la stop motion, la manière dont on a des personnages qui entrent et qui sortent de cette station essence. C'est les lutins Clodo, hein. C'est ça. Qui, si je peux me permettre un petit background, sont appelés les Woodsmen. Les Woodsmen, on en avait déjà vu un dans Fire Walk With Me, ton film préféré. Mais on en voit un aussi dans l'épisode 7. Oui. Dans le couloir, derrière la lieutenant, il passe comme ça et je me demandais qui c'était. Avec le même bruit d'électricité un peu inquiétant. Et on en voit même un plus tôt que ça, dans la cellule de prison, avec Bill Hastings. Oui, où je t'avais dit, qu'est-ce que tu penses de ce mec-là qui disparaît après. Ouais. Et donc les Woodsmen, dans Fire Walk With Me, on en avait vu un above the convenience store, donc au-dessus de la supérette, dans le meeting un peu des forces maléfiques. Avec David Bowie. Et avec aussi le nain, le Man from Another Place. Et donc, il n'avait pas encore le visage totalement recouvert de noir à l'époque, mais il avait une longue barbe noire. Et donc là, il a été un peu updaté pour Twin Peaks The Return. Mais en gros, ce sont des personnages maléfiques qui ont très clairement un lien avec la Black Lodge et qui font un peu la volonté de Bob. Et c'est sans doute pour ça qu'ils sont intervenus sur Bad Coupe qui venait de se faire tirer dessus. D'accord, ok. Moi, le convenience store, si tu veux savoir ce que j'en ai pensé. Non, mais ça m'a fait penser un peu à l'époque de la Grande Dépression. Enfin, à justement cette espèce d'esthétique un peu hobo, Grande Dépression américaine et tout ça. Et ça m'a fait penser aux photos Dorothy Lang, où quand tu regardes les photos, t'as pas mal de photos justement de travailleurs américains sur les routes ou des choses comme ça. Ça m'a fait penser aussi un peu à Robert Frank, The Americans, son livre de photos sur les Américains dans les années 50. Il y a un peu cette esthétique, cette espèce d'Americana, parce qu'en plus, un convenience store au bord de la route, une espèce de station essence, on peut difficilement faire plus américain que ça. Ça évoque totalement l'Amérique profonde et le règne de la voiture et tout ça dans ces années-là. C'est pas innocent que ce soit ça qui soit utilisé, très clairement, quoi. Non, bien sûr, et l'Americana, ça reste une des marques de fabrique de David Lynch qu'on retrouve dans toute son œuvre. Et effectivement, l'obsession pour les 50s, qui sont la décennie dans laquelle il a grandi, et ce contraste, effectivement, entre l'Amérique très lisse qu'on a retenue de cette période et ce qu'il y avait derrière, quoi, qui n'était pas lisse du tout et pas forcément hyper joyeux. C'est marrant parce que tu parles de photographie, on compare souvent certains de ses plans à Ed Hopper. Parce qu'il y a aussi beaucoup de ça. Vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus apaisant et mélancolique dans les œuvres de Ed Hopper qu'on voit justement dans d'autres épisodes de Twin Peaks, mais celui-là, pas trop. Ed Hopper, en général, ses personnages, c'est plus classe moyenne ou des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment, là, vraiment, il y a un truc un peu ouvrier, un peu sali par la tâche et par le travail et pauvre, quoi. Enfin, il y a un peu un truc... Ouais, complètement. Plus dark, quoi. Après cette petite excursion à la station essence, à la supérette, on découvre un univers encore très abstrait qui est décrit dans le wiki de Twin Peaks comme une pièce. Et c'est tout ce que tu dois savoir. Mais c'est une pièce qui est au bord de l'eau. Oui. En haut d'un rocher.
Et c'est le même océan violet qu'on a vu dans le 2e épisode ou le 3e épisode. On sait pas en fait. Ok. Maybe. Et donc, on rentre dans cette pièce où il y a un gramophone qui est en train de jouer de la musique désuète et une dame qui écoute cette musique. Qui ressemble à Catherine Jacob. Voilà. Qui s'appelle Señorita Dido et qui a un air très mélancolique pour le coup et qui a un look de star de film muet. Et d'ailleurs, toute cette séquence fait un peu séquence de film muet puisqu'il n'y a aucun dialogue. C'est filmé en noir et blanc, il faut préciser aussi. Et donc, elle a un regard très expressif et tout se joue en fait dans son regard puisqu'il n'y a pas de dialogue. Et on voit à ce moment-là le géant arriver, qui n'est pas nommé le géant dans cet épisode, mais qui s'appelle The Fireman et qui donc l'aide à, je sais pas, trafiquer son espèce de petite boîte qu'elle a. Ouais, mais après, il va dans la salle de cinéma. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais du coup, l'espèce de cloche qu'il y a dans la pièce, c'est ce que t'appelais le vaisseau spatial dans l'épisode 3. Donc, clairement, ces univers-là semblent être connectés. Bah oui. Voilà. Et ensuite, les deux se rendent dans une salle de cinéma où le géant / pompier voit sur l'écran ce que nous, on vient de voir. J'avais très peur que ça recommence. J'avais très peur qu'on doive se recogner tout, mais du point de vue du géant. Là, j'étais non, ça, je ne peux pas, en fait. C'était pas si apaisant que ça, finalement, le voyage non, dans mais la bon, bombe atomique. une fois, ça va, mais 2, non merci, quoi. Voilà, donc il voit tous ces mélanges de lumière de la bombe atomique. Après, il voit l'extraterrestre. Marie baille rien qu'en reparlant de cette scène, parce qu'elle était très fatiguée devant cet épisode. On voit en fait ce qui s'apparente un peu à la naissance de Bob, puisque on voit Bob qui est éjecté de cette créature un peu étrange, l'extraterrestre. Et ensuite, le géant se met à léviter. Ça, j'ai adoré. Là, il y a une espèce de poudre dorée. C'est magnifique, hein. Enfin, la scène est absolument sublime. Ouais. La musique, comme tu dis, est magnifique. Ouais. Et sachant que c'est en noir et blanc et que du coup, la seule couleur, c'est la dégage. Voilà. Et c'est beaucoup mieux que quand Spielberg l'avait fait. Mais enfin, et là, en fait, c'est vraiment une poudre dorée qui se dégage, qui irradie du front du géant qui est en train de léviter un peu en diagonale au-dessus de cette salle de cinéma vide, quoi. Et ça forme un espèce, presque un arbre. C'est en arborescence, comme on a pensé. Voilà, exactement. Putain. Et en fait, après, ça se transforme en une espèce de bille dorée, un peu comme on a vu, il y a plusieurs fois où des gens se sont transformés en billes dorées depuis le début de cette saison. Série. Et donc, parce qu'il y a eu Dougie et tout ça. Et là, en fait, la bille dorée, on voit dedans, on voit le visage apparaître de Laura Palmer. Et après, Catherine Jacob récupère ça dans ses mains et après, elle l'envoie dans une espèce de... Un tuyau. Un tuyau, voilà. Un tuyau doré qui ressemble beaucoup, si vous avez vu Inside Out, vice-versa. C'est vrai. Il y a des tuyaux qui récupèrent les mémoires. C'est la même chose, en gros. Et alors, du coup, ça aspire la boule Laura et ça la projette sur l'image de la planète Terre qui est en train d'être projetée sur l'écran du cinéma. Voilà. Et là, on a perdu littéralement tous les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène ? C'est très beau. Non, après, honnêtement, je me trouve injuste parce que cet épisode est remarquable. Et je suis d'accord, en fait, quand je prends chaque scène séparée, elles sont d'une beauté, mais différemment, c'est-à-dire de façon soit dérangeante, soit émouvante, ou soit même Nine Inch Nails, la façon dont c'est filmé, c'est magnifique. Mais tout mis bout à bout, c'est une épreuve assez... Enfin, c'est une épreuve. Voilà, c'est une épreuve. Non, mais c'est un visionnage qui est assez exigeant, disons, hein, on peut le dire. Mais c'est vrai que toutes les scènes sont vraiment très, très belles. Et celle-là en particulier, juste visuellement, cette scène dans le cinéma est vraiment magnifique. Moi aussi, je l'adore. Et le voir, Señorita Dido, qui embrasse la boule de lumière de Laura avant de l'envoyer, c'est vraiment, en fait, encore une fois, on voit la bienveillance et l'amour que Lynch et Frost ont pour ce personnage. Et dans une saison 3 qui mentionne assez peu Laura, je trouve quand même qu'on n'oublie jamais que c'est avec elle que tout a commencé. Et là, c'est encore un rappel que, enfin voilà, elle est toujours là et que son histoire à elle imprègne tout le reste de Twin Peaks, quoi. Attends, non, mais dans Firewalk With Me, elle se transforme en ange à la fin, non ? Un truc comme ça ? Oui, voilà. Il y a ce truc, il y a toujours une présence, on dirait qu'elle veille, en fait, sur la série, quoi. C'est ça. Et ensuite, on passe à peut-être mon moment préféré de cet épisode. C'est donc les Woodsmen qui envahissent une ville dans les années 50, une petite ville effectivement américaine, du Nouveau-Mexique, paisible. Il y en a un ou deux en particulier qui d'abord accostent des automobilistes. Le woodsman n'arrête pas de répéter la même phrase avec une voix qui a été modifiée et il n'arrête pas de dire « got a light, got a light ». Got a light. Voilà, est-ce que vous avez du feu ? Et il n'arrête pas de répéter ça et c'est très angoissant. Et j'avais juste envie qu'on lui donne du feu, quoi. Mais où est-ce qu'on va, Anaïs ? Ah, mais c'est quoi ça ?
En fait, c'est le début de la scientologie, cet épisode. Bon, donnez-lui du feu, hein, parce qu'il veut juste vraiment du feu. Il veut juste fumer une cigarette, le pauvre garçon. Voilà, donc ce pauvre garçon se balade dans la ville, il demande du feu à tout le monde et il se rend dans une station de radio où il agresse le présentateur. Voilà. Littéralement, il lui écrase le cerveau. On dirait, si vous avez vu Game of Thrones, quand Oberyn se fait tuer on lui écrase le cerveau, c'est pareil. C'est ça. Oh bah non, quand même. Mais quel enfer. Regarde, non, je veux pas regarder ça. Arrête de me dire, regarde, c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est assez violent, mais personnellement, j'adore. Enfin, je trouve que j'ai vu, Non, mais c'est ce que tu viens de dire, en fait, c'est qu'il y a une qualité... C'est hypnotisant, quoi. Non, mais vraiment. Tu trouves pas? C'est tellement beau, en fait. Et c'est tellement violent, mais c'est tellement beau dans la violence. Enfin, tu peux pas détourner le regard. Enfin, sauf toi, tu as beaucoup détourné le regard. Littéralement, je n'ai fait que détourner le regard. Non, moi, je trouve pas ça captivant pour le coup. Après, je vois ce que tu veux dire totalement, mais ça me... je peux pas. Mais en plus, il y a quelque chose de très saisissant dans le fait que ce soit en noir et blanc. Parce que, un peu comme la scène dans le cinéma, ça rend le contraste encore plus frappant. Et là, en fait, c'est très sanglant, mais c'est en noir et blanc. On a l'impression que c'est juste quelque chose d'hyper visqueux et d'hyper sombre. Et d'ailleurs, tout l'épisode, il faut le dire, se déroule la nuit et en grande partie en noir et blanc. Donc, c'est un des épisodes de télé les plus sombres, littéralement, visuellement. Mm-hmm. Et là, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Enfin, ce contraste visuel du noir et du blanc... Oui, surtout qu'on n'a pas la couleur rouge du sang, mais on a bien le son. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Le son est... Excellent. Et donc, ce woodsman qui a hijacké la station de radio s'empare du micro. Il coupe la musique et là, il commence à réciter ce petit poème que tu nous as récité en début d'épisode. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. Ceci est l'eau et ceci est le puits. Buvez jusqu'à être rassasié et descendez. Le cheval et le blanc des yeux. Le blanc des yeux et sombre à l'intérieur. Bah ouais. Okay. Voilà. En même temps, ça fait sens, je trouve. Quand tu vois cet épisode, il y a une espèce de plongée justement dans ce qu'il y a de plus noir qui correspond bien à ce qu'il dit, tu vois, parce que t'as l'impression qu'en fait, il diffuse sur les ondes le mal, quoi. Et il y a, comme tu l'as dit, plusieurs personnages qui, à ce moment-là, tombent dans les pommes. Et donc, on a l'impression qu'il est en train de contaminer la ville, comme un puits qui serait contaminé, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est abstrait, mais en même temps, ça fonctionne. Et enfin, la dernière séquence, c'est une petite fille, toujours dans cette petite ville des années 50, qui rentre chez elle après un date. Ils s'embrassent. Mais petit bisou, voilà. Petit smack pudique. Et t'étais pas hyper emballée par cette fin de date? Non, là c'est straightforward. Oui, c'est straightforward, mais je m'en tape, je les connais pas ces deux. Okay, je veux voir Dougie, moi. J'ai des impatiences dans les jambes. Je vois, tu es très agitée. Bon, allez, roule-lui une pelle, qu'on en finisse et qu'on découvre pourquoi on est en train de regarder ça, quoi. On ne le découvrira jamais. Peut-être qu'on le découvrira, t'en sais rien. Oui, peut-être, c'est vrai. Et ensuite, il y a un moment, alors j'avoue que je m'attendais pas à ce que tu réagisses autant à ce moment, mais on est dans le désert et on voit un œuf, une coquille qui s'ouvre et dont sort cette créature dont tu as parlé qui est décrite comme une grenouille mythe. C'est vrai que ça ressemble à un crapaud ou une grenouille, mais avec des ailes. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'ai pensé mi-cafard, mi-grenouille. Quoi. Ouais, voilà. Et donc, qui part du désert et qui arrive lentement mais sûrement sous la fenêtre de cette petite fille, une fois qu'elle est rentrée chez elle. Or, elle est assoupie, elle s'est évanouie après la diffusion radio This is the water, this is the well. Et là, la grenouille mythe grimpe par la fenêtre et lui rentre dans la bouche. Elle ouvre grand la bouche dans son sommeil. Ouais, la grenouille lui lance une espèce de poudre de perlimpinpin sous le nez qui lui fait ouvrir la bouche. Et après, elle ouvre grand la bouche et là, la grenouille rentre à l'intérieur. Et ensuite, la petite fille referme la bouche. Et ça t'as vraiment pas aimé, quoi. Ah non, c'est horrible. Pour vous décrire la scène, Marie s'est carrément tournée sur mon canapé pour faire dos à la télé et en se cachant les yeux et en disant « Non, non, non !» C'était très drôle.
Non. Non, 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 non. Non. Non, non. Mais je veux pas regarder ça, c'est horrible. Qu'est-ce qui a suscité une réaction si forte chez toi? Bah, j'essaie d'y réfléchir. En fait, je pense que ça me dégoûte. C'est vraiment un truc de dégoût. C'est pas de la peur ou un truc comme ça. C'est vraiment. Et je pense que pour moi, ça, c'est pire que la peur. En fait, c'est vraiment le dégoût. Et vraiment, l'idée d'avoir un cafard géant grimpé sur une grenouille qui te rentre dans la bouche alors que tu es endormi, c'est vraiment le pire truc auquel je puisse penser. J'ai une théorie aussi qui peut expliquer pourquoi c'est aussi perturbant. Déjà, le fait qu'il lui rentre dans la bouche, bon, bah, c'est une pénétration, quoi. Enfin, ça évoque très clairement Oui, c'est un viol, quoi. voilà, un viol. Et la manière dont la grenouille monte par la fenêtre pour ensuite se faufiler dans son lit évoque le viol de Laura Palmer dans Fire Walk With Oui, Me, c'est vrai. puisque Bob rentrait par la fenêtre aussi. Et donc là, il y a très clairement une violation de son intimité qui est très, très dure à observer, quoi. Tu rends ma réaction beaucoup plus profonde que ce que je pensais qu'elle était. Je suis là pour ça. En parlant de tout surinterpréter, évidemment, tout le monde a une théorie sur cet épisode, sur ce qu'il signifie. Évidemment, tu verras après dans le reste de la série si il va y avoir d'autres éléments similaires, si tout ça va être connecté. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu dirais que ça symbolise, tout cet épisode ? Tu l'as dit dès le début, et pour moi, c'est le truc qui est assez évident, et je sais même pas si je peux aller plus loin que ça, c'est la naissance du mal. Je me suis même demandé si c'était pas la naissance de la Black Lodge, un peu, parce que la Black Lodge représente le mal à Twin Peaks et sur la planète, d'après ce qu'on comprend. Et en fait, là, on a vraiment l'impression... Bon, après, je pense que le mal prédate la naissance de la bombe atomique, mais c'est quand même un peu, pour le coup, l'invention la plus maléfique et la plus destructrice de l'histoire de l'humanité. Je pense que le fait qu'on voit sa naissance, évidemment, ça veut dire quelque chose. Le fait que cette naissance soit liée à la naissance de Bob aussi, ça veut dire quelque chose. Il y a vraiment, à la fin, cette petite ville, c'est un peu comme Twin Peaks. C'est une petite ville américaine qui a l'air, un peu déprimante, parce qu'elle est au milieu du désert, mais tranquille. Très tranquille. On écoute la radio, on écoute des crooners à la radio le soir. C'est vraiment du pur Americana des années 50. Et en fait, il y a ces espèces de monstres qui commencent à envahir et ces parasites qui s'emparent des gens et qui les envahissent littéralement même jusque dans leur corps et qui représentent le mal, quoi. C'est la compréhension la plus nette, je pense, de cet épisode. Twin Peaks a toujours été sur un affrontement entre le bien et le mal, Bob étant le mal et Laura étant le bien. Là, il y a vraiment ça de manière quasiment mythologique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a la création la plus dévastatrice de l'histoire de l'humanité, qui est un peu l'origine du mal moderne, et surtout qui est un peu comme le plus grand péché commis par les États-Unis aussi, parce que David Lynch s'interroge toujours sur l'image des États-Unis et toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans cette image-là. Là, il y a une espèce de limite d'idée de rétribution avec ce qui se passe des années plus tard dans cette petite ville, où c'est un peu la vengeance de ce qui s'est produit avec la bombe, et cette petite ville qui va payer en fait le tribut de ce qui s'est passé au début, quoi. Et du coup, effectivement, la manière dont Laura est présentée dans cet épisode a aussi été interprétée comme, alors de la manière la plus terre-à-terre possible, comme une arme qui puisse combattre Bob, puisque en fait, tout ça se passe il y a longtemps, dans les années 50, et la salle de cinéma, on ne sait pas exactement quand ça se passe, mais c'est en noir et blanc, donc on peut aussi penser que c'était il y a très longtemps. Or, Laura Palmer, elle est née dans les années 80. Donc il y a cette idée qu'en fait, cette scène-là représente un peu l'inception de Laura Palmer, ou sa conception comme idée, qui va être envoyée sur Terre pour combattre ou balancer le mal qui a été créé par la bombe et par Bob, qu'on a vu au moment de la création de la bombe. Et donc ces deux entités vont s'opposer. Les deux sont dans une boule d'ailleurs, représentées de la même manière. Elle dans une boule de lumière et lui dans une boule plus sombre dans le champ de patates. C'est un peu la compréhension globale que tout le monde a de cet épisode. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Mark Frost a décrit le processus d'écriture de l'épisode. Il a dit, en fait, on n'avait jamais fait une origin story de Twin Peaks.
qui remonte à très très loin et qui soit quasi mythologique. Et donc là, c'est un peu ça. C'est en fait les origines de Bob et de Laura, quoi. Ça rappelle aussi ce que disait Major Briggs dans les saisons originelles où il parlait justement de l'amour versus la peur, quoi. Ouais, exactement. Et ça rend la scène encore plus belle quand tu la revois avec Señorita Dido qui embrasse le globe de lumière, puisque en fait, c'est vraiment comme s'ils avaient essayé de mettre tout l'amour et toute la lumière dans une petite bille qui va être chargée de contrer un peu toute la noirceur qu'il y a dans cet épisode et en Bob en particulier, quoi. Je voulais parler un petit peu de la réception de l'épisode, puisque tu t'en doutes, il n'est pas passé inaperçu au moment où il est sorti. C'est un épisode qui a reçu plusieurs nominations aux Emmy Awards déjà, notamment meilleur son, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur mixage. Et c'est vrai que c'est un accomplissement technique quand même assez exceptionnel. Ça a été évidemment encensé par la critique. AV Club a dit que c'était un des épisodes les plus artistiquement ambitieux de l'histoire de la télévision américaine. Collider a dit que c'était un des épisodes les plus effrayants de tous les temps. Matt Zoller-Seitz, un critique dont on parle beaucoup ici, a dit que c'était l'épisode de série le plus impressionnant de ces 20 dernières années. Et il a dit un truc que je trouve très intéressant parce qu'il a écrit plusieurs fois dessus. Et il a dit que c'était une encyclopédie compacte de tous les styles cinématographiques du XXe siècle, y compris les clips vidéo et les courts-métrages expérimentaux. Et une expérience visuelle, sonique, dramatique, mythologique, philosophique et émotionnelle complète, à la hauteur du dernier acte de 2001 Odyssée de l'espace. Il y a aussi Emily St. James de Vox qui a vu dans la scène de la fin avec la grenouille une référence à l'ange Gabriel qui rend visite à Marie. Waouh. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de lectures. Et qui lui dit genre t'es enceinte ? Ouais, ou en tout cas, ça peut ressembler à une inception. Wow. Je voulais y venir, un truc que tu ne sais pas. Mais en gros, il y a une grosse théorie qui est sans doute vraie sur l'identité de cette petite fille, qui n'est pas juste n'importe quelle petite fille. C'est fortement sous-entendu que c'est Sarah Palmer. Ah ouais, d'accord. Puisque, en fait, dans The Final Dossier, donc un des livres de Mark Frost sur Twin Peaks, on lit que Sarah Palmer vivait dans le Nouveau-Mexique et qu'un soir, en 1956, elle a été retrouvée inconsciente dans sa chambre après le hijacking d'une station de radio. Donc, on peut imaginer, même si c'est pas confirmé à 100%, et elle n'est pas appelée Sarah dans cet épisode, mais on peut imaginer que c'est ça, d'autant plus que juste avant, on a vu l'inception, entre guillemets, de Laura. Et donc, on peut imaginer que Laura, ou peut-être autre chose, mais en gros que quelque chose est rentré dans Sarah Palmer, qui mènera après à ce qui va se passer dans Twin Peaks, quoi. J'ai plein de fun facts. D'accord. Les scènes dans la salle de cinéma avec le fireman ont été tournées dans un cinéma de Los Angeles où David Lynch a aussi tourné une superbe scène de Mulholland Drive, qui est peut-être la scène la plus connue de Mulholland Drive. D'ailleurs, ce cinéma, ça me rappelle, parce que tu parlais d'Ed Hopper avant, mon tableau préféré de lui, c'est une femme seule dans un cinéma qui ressemble beaucoup à ce cinéma. Ouais, et toujours les rideaux rouges, évidemment, essentiel à la filmographie de Lynch. Pour la scène, justement, où Señorita Dido, qui est jouée par Joy Nash, embrasse la boule de lumière, David Lynch lui a fait une démonstration pour lui montrer comment embrasser la boule, puisqu'elle ne savait pas à l'époque ce qu'il y aurait dedans et ce que ça allait représenter. Et il lui a dit qu'il fallait lui donner so much love. Oh. Ouais. Kyle MacLachlan a dit que ses scènes les plus dures pendant la série étaient celles face à Laura Dern et David Lynch, et on en a vu quelques-unes dans cet épisode, puisqu'il a dit que déjà il a un rapport très goofy, très blagueur avec David Lynch, et que avoir une position un peu dominante dans une scène avec lui, c'était extrêmement dur, et qu'il a une connexion émotionnelle très forte avec Laura Dern aussi, et que donc c'était hyper dur de fermer en fait toute émotion quand il jouait Bad Coupe face à elle dans la prison, puisqu'il a énormément d'affection pour elle dans la vraie vie. Oh. Je savais que ça te plairait. Un petit fun fact aussi sur la détonation nucléaire qu'on a vue. En 1945, son nom de code, c'était Trinity. Or, on a 3 Cooper dans Twin Peaks The Return, donc certaines personnes se sont dit que c'était peut-être... Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, exactement. Donc, tu vois, les connexions bibliques sont là. Mais de toute façon, moi, ça m'a vraiment fait penser, en fait, à la naissance des religions américaines, parce que ça m'a fait penser un peu aux Mormons, parfois, à certains trucs... Enfin, j'allais dire délire, c'est pas très sympa. J'ai dû me pencher sur la scientologie pour un autre podcast. L'histoire, c'est qu'il est censé avoir fait péter tous les humains. Il leur a provoqué des flatulences. Non, c'est un mec qui s'appelle Xenu, qui est le mal, en fait, et qui fait exploser tous les humains dans des volcans. Et en fait, ces explosions m'ont rappelé ça. Enfin, bon, bref. D'accord. Non, mais c'est vrai que... Et puis d'ailleurs, le message du Woodsman à la radio peut être une allégorie du prosélytisme. Tu vois, où il essaye de répandre, en fait, une parole, qui est une parole assez difficile à comprendre, d'ailleurs, et qui fait tomber tout le monde dans les pommes. Et qui n'est pas très positive. Donc...
C'est qui ton MVP, Marie? Mon MVP, c'est Jenny E. Parce que vraiment, quand elle étrangle Ike de Spike, ça m'a beaucoup fait rire. Et même quand elle le défend face aux policiers, elle a de la verve, la jeune femme. Ouais. Et toi, c'est qui? Moi, c'est le mec qui présente The Nine Inch Nails. Ouais. Je l'aime beaucoup. Ceci dit, Trent Reznor a une présence aussi sur ouais. scène assez incroyable, quoi. Ouais. Ta réplique préférée? Bah, c'est Fuck you, Tammy, quoi. What'd you say your name was again? Tammy. Fuck you, Tammy. C'est exceptionnel. Ouais. Et toi? Bah, moi, je pense qu'il peut y en avoir qu'une, c'est... Got a light? D'ailleurs, petit fun fact supplémentaire, je l'avais pas du tout capté à l'époque parce que j'avais pas vu Twin Peaks depuis longtemps quand j'ai vu Twin Peaks The Return, mais en revoyant Twin Peaks après, au moment où Dick Tremaine allume sa cigarette et c'est ce qui va déclencher le détecteur de fumée Qui va tuer... qui va tuer Leland, il se tourne vers Andy et lui dit « Got a light ?» Et cette phrase est tellement devenue iconique après l'épisode 8 de Twin Peaks que quand je l'ai vue dans la saison 2 originale de Twin Peaks, j'étais sur le cul. Et je me suis dit, est-ce que David Lynch a rematé tous les épisodes avant et qu'il a rajouté plein de petits easter eggs, tu vois? Parce que cette phrase est tellement... Après, c'est pas comme si c'était une phrase qui avait été inventée pour la série. Non, bien sûr, mais en même temps, elle sort complètement de nulle part. Enfin, tu vois, c'est pas comme si elle était raccrochée à quoi que ce soit dans l'épisode 8. Oui. Surtout la formulation, en fait. C'est pas du have a light ou c'est got a light de cette manière-là. Et c'est dit exactement pareil par Dick Tremaine il y a 25 ans. Donc, je trouve ça assez ouf. Tes prédictions, Marie, pour les 2 prochains épisodes? Moi, je pense qu'il va y avoir David Bowie. Là, je le dis. Parce que Bad Coupe va essayer d'aller dans la ferme où Ray est parti et Ray est en contact avec le mec qui est joué par David Bowie. Donc j'y crois, j'ai envie d'y croire. Je pense que quand même là, Dougie se réveille un petit peu parce qu'il y a eu le moment où il s'est défendu et tout ça, et de plus en plus il a des petits moments quand même. Je pense que ça va continuer vers cette voie. Bon, forcément, je pense que Gordon et Albert et Tammy, et peut-être aussi Diane vont apprendre que le Bad Coupe s'est enfui de prison et vont mener leur enquête ou peut-être le poursuivre. Mais il y a aussi toujours ce meurtre de Major Briggs qui reste dans les airs, donc il va falloir régler ça aussi, quoi. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie d'avoir enduré ces nouveaux épisodes. Je t'en prie, et merci à tout le monde d'avoir écouté ce très long épisode. Bravo à vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira les épisodes 9 et 10 de Twin Peaks The Return. Si vous découvrez Twin Peaks ou Twin Peaks The Return en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On aime toujours savoir ce que vous pensez de la série et ce que vous pensez de notre podcast, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode d'Amis, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très vite. Et en attendant, fuck you, Tammy. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Est-ce que tu as des bonus, Marie? Alors... de Jerry perdu dans la forêt qui dit I think I'm high. C'était génial. C'est clair. Encore une fois, l'équipement du bureau du shérif est très impressionnante avec un écran plaqué en bois qui sort du bureau. Je veux savoir d'où viennent ces subventions. C'est clair. Il y a Doc Hayward, trop mignon. J'ai mis plein de cœurs. Bah surtout qu'un des épisodes est dédié à Warren Frost. Oui, parce qu'ils sont tous morts, les acteurs, dans cette série, apparemment. Et Warren Frost qui était aussi d'ailleurs le père de Mark Frost. C'est trop triste. Major Briggs, c'est bien son cadavre apparemment, mais ce qui est intéressant, c'est... Enfin bon, en tout cas, c'est les empreintes qui étaient sur son cadavre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a l'âge qu'il avait il y a 25 ans, donc au moment de Twin Peaks, sauf qu'il est mort il y a quelques jours seulement. Ceci dit, ce que je me suis dit, c'est que si il était... Parce que je me suis dit, où est-ce qu'il est allé pendant 25 ans pour pas vieillir et tout. Mais dans la Black Lodge, on vieillit parce que Dale, il vieillit. Donc bon, je ne sais pas. Ça, c'est une question en suspens. Albert se tient toujours comme un cow-boy, t'as remarqué? Il a toujours les jambes vachement écartées quand il se tient. J'aime bien. Bon, j'ai mis le plus grand crime de Bad Coupe, c'est son style vestimentaire. Et à un moment, il montre une photo de Bad Coupe dans une maison au Brésil. Donc déjà, Bad Coupe est très riche. Donc ma théorie maintenant, c'est que c'était lui le propriétaire de l'endroit avec la boîte transparente.
Mais il dit que la maison a été rachetée par Some Girl from Ipanema, qui est évidemment une référence à Joao Gilberto et à la chanson de Girl from Ipanema, que j'adore cette chanson. Laura Dern, abonnée aux scènes cultes dans les parloirs de prison. Il y en a une autre dans Big Little Lies. D'ailleurs, j'avais un truc à dire sur Diane et son style. Il faut savoir que la teinte de rouge à lèvres de Diane, qui est très particulière, a été créée par David Lynch. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver... Un homme de tellement de talent. Ouais, t'as vu. En gros, il n'arrivait pas à trouver dans le marché la teinte de rouge à lèvres qu'il voulait. Il a fait plein d'essais jusqu'à ce qu'il trouve. Et tous les matins, il passait 15 minutes à mélanger plein de rouge à lèvres différents pour recréer la teinte très particulière qu'il voulait pour le rouge à lèvres de Laura Dern. Ça, c'est horrible ce que j'ai dit. J'ai mis peut-être qu'avec son parasite, la petite sera plus douée en conversation. Parce que vraiment, la conversation, elle, avec son petit ami, c'est une catastrophe. Waouh. Bah, en tout cas, si c'est Sarah Palmer, non. Et j'ai mis plus jamais je vais dormir avec la fenêtre ouverte. Voilà. Ah, et on entend des chevaux à la fin. À la toute fin, voilà. Il y a un truc avec les chevaux dans cette série. Et le géant est toujours une présence positive quand même. Présente de guide, d'empathe. Il y avait un autre truc que je voulais dire sur le géant. Il s'appelle Fireman dans cet épisode. Moi, j'ai une théorie sur l'identité du géant/pompier, puisqu'il n'est pas nommé pareil à chaque fois. En gros, dans Twin Peaks, il y a beaucoup de mythologie autour du feu. Déjà, il y aurait eu un énorme incendie dans la région de Twin Peaks au début du XXe siècle pour la Syrie. Il y a eu plein d'incendies avec la Syrie au fil des années. Donc moi, je me suis dit parfois que les Woodsmen pouvaient venir de là, tu vois, d'un incendie, parce qu'ils ont le visage recouvert. Et surtout, le fait que le géant est appelé The Fireman dans cet épisode, moi, je pense que c'est le mari de la Log Lady. Parce que son mari était pompier volontaire et il est mort juste après leur mariage. Et du coup, j'aime penser que la bûche, du coup, c'est un conduit de... Voilà, c'est ça. Et que donc là, le fait qu'il soit appelé The Fireman, alors qu'avant, il était appelé le géant, je me suis dit que peut-être que c'était une entité qui était proche ou tu vois, qui était une nouvelle version du mari de la Log Lady. On a oublié un truc majeur quand même dans l'épisode 7. Hein. Ouais, c'est quoi Jean-Michel. Ah, effectivement, Jean-Michel Renaud. Voilà. Qu'est-ce que le Québec a fait à David Lynch pour mériter un traitement pareil? C'est clair, mais en même temps, c'est une famille assez impressionnante. Hein. Ouais, très prolifique. En termes de crimes, il continue, quoi. Ouais.